Bienvenue, hein, ce matin. On va passer donc un peu moins de la prochaine heure ensemble, notamment sur une thématique qui a pour but de voilà, venir vous donner un petit peu plus de clés opérationnelles quant à la préparation en fait, du projet de facture électronique. Euh, on va être 2 en visibilité. Il y a un peu plus de Tessie sur le pont, je le vois dans les participants, mais 2 ce matin à pouvoir venir voilà, vous apporter des éléments, notamment donc de présentation et de complémentarité. Donc Lorraine sera là pour m'épauler, notamment sur les réponses aux questions. Et puis moi de mon côté, je vais vous faire cette présentation ce matin en espérant qu'elle vous apporte un peu de nouveau, bien que voilà, il y aura bien évidemment des éléments de contexte. Je suis donc responsable marketing solutions de paiement chez Tessie et très heureux de vous accueillir. Comment ça va se passer? Donc, j'ai scindé la présentation en 3 parties. On a une première partie avec, donc, des éléments de rappel, du contexte, notamment, hein, et une deuxième partie qui va aborder justement cette notion de préparation de projet, ou en tout cas de mise, en conformité. Et puis on terminera avec, une illustration justement des types de solutions, que vous pouvez rencontrer sur le marché, notamment avec, celle de Tessie qui s'appelle Digital Invoice. Hem donc par Tessie. Comme, je vous l'expliquais juste auparavant et avant de rentrer dans le vif de cette présentation, donc je vous propose de débuter avec un bref rappel de la réforme. Ça fera aussi, peut-être, venir ceux qui sont quelques minutes en retard, mais donc un bref rappel de la réforme. On a, donc en ce qui concerne des règles la réglementation qui sont relatives à la facture électronique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles existent depuis, longtemps, hein. On a l'air, de découvrir, et voilà, ces réglementations, pour certaines entreprises cette année ou en tout cas les années, précédentes. Mais en fait, elles existent depuis, même 2008. Mais depuis 2008 et jusqu'en 2019, elles étaient essentiellement, elles concernaient que les transactions, B2G, c'est-à-dire celles qui sont effectuées avec le secteur public, donc l'État, les entités du secteur public et leurs fournisseurs, qui en fait depuis 2017, doivent, d'ailleurs transmettre et déposer leurs factures au format électronique, sur un portail public qui est appelé Chorus Pro. Pour certains d'entre vous, vous en êtes utilisateurs, d'autres vous en avez entendu parler. Donc en 2019, l'État annonce son intention d'étendre cette obligation à ce coup-ci toutes les entreprises, personne ne va pouvoir y échapper. Et donc cette volonté, elle se concrétise ensuite en 2021 avec l'ordonnance du 15 septembre 2021 de la loi de finances 2020, avec une mise en application d'abord annoncée pour 2023. 2023, on n'était pas tous prêts, notamment je pense, le gouvernement, qui l'a donc repoussé, à 2024. Donc pour ceux qui comptaient encore sur un report, hélas, la date, semble-t-il, ne sera plus du tout repoussée et donc toutes les entreprises, vont devoir passer à la facture électronique. Cette transition, elle doit se faire selon un calendrier de déploiement qui est déjà défini et selon des modalités de mise en œuvre qui ont été précisées par l'État l'été dernier. L'entrée en figure, elle est différée selon les entreprises et leur taille. Donc pourquoi? Pour leur permettre de s'approprier le dispositif dans les meilleures conditions, et elle est aussi progressive pour tenir compte de la maturité numérique des entreprises. Alors comment ça se traduit côté calendrier de déploiement? Donc côté réception, toutes les entreprises vont devoir être en mesure de recevoir les factures électroniques dès le 1er juillet 2024. Par contre, en ce qui concerne l'émission des factures électroniques, la date, elle va varier selon la taille des entreprises. Donc au 1er juillet 2024 sont concernées les grandes entreprises, au 1er janvier 2025, ce sera autour des ETI, et ensuite au 1er janvier 2026, finalement, les PME et les TPE. Un petit rappel de pourquoi cette obligation. Donc l'État cite plusieurs objectifs pour la justifier. On a tout d'abord le besoin de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. Le dispositif, il va permettre de mieux détecter et plus rapidement la fraude. Ensuite, il y a celui d'obtenir un pilotage plus efficace de l'activité des entreprises, notamment grâce à des transmissions de données en quasi-temps réel. Puis le fait de simplifier la vie des entreprises en leur facilitant leur déclaration de TVA. Et enfin, grâce à un allègement de la charge administrative liée aux déclarations, on va avoir une obligation qui va avoir pour but de renforcer la compétitivité des entreprises. La réglementation, donc, elle va obliger les entreprises à passer par des moyens qu'on va appeler des moyens informatiques.
ou informatisés pour déclarer leur TVA à l'administration. Et dans sa mise en pratique, l'obligation réglementaire, elle va constituer donc un vrai chantier avec tout d'abord la mise en œuvre d'une plateforme centralisatrice de type Chorus Pro, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la plateforme pour la partie secteur public. Et donc, c'est une plateforme qui est actuellement en construction. Et ensuite, il y a 2 systèmes qui sont les chantiers. Excusez-moi, on vous entend au niveau des micros. Ce que j'ai compris moi sur tout ça, c'est qu'on a un aspect, comment dire, Ouais, alors je ne sais pas si c'était une question ou si c'était une intervention qui n'était pas dans la, pas entre guillemets, souhaitée. Laurent, je pense que c'était pas une question parce que la personne venait d'arriver. D'accord, très bien. Bah, merci de couper vos micros pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc ensuite, donc il y a 2 systèmes qui permettent la remontée des flux à l'administration. Il y a donc l'e-invoicing et l'e-reporting. Alors, ce que je vous propose, c'est juste de revenir, avec une description on va dire du dispositif qui est le dispositif e-invoicing, qui va représenter un petit peu l'écosystème, des acteurs et de la plateforme du dispositif vu, par l'État. Donc le cœur, du dispositif de invoicing, c'est la réalisation donc par l'État d'une plateforme de type Chorus Pro, qui est en bleu, sur le schéma, qui est appelé en fait PPF, pour Portail public de facturation. Donc le PPF, c'est quoi? C'est une plateforme dont le rôle, ça va être de centraliser toutes les informations qui sont issues des déclarations. C'est aussi le principal acteur qui est habilité à dialoguer avec l'administration fiscale et qui va assurer donc le transport des données de collecte de TVA et de paiement vers la DGFiP. Le portail public de facturation représente donc, c'est donc un service étatique qui est donc gratuit, avec un accès gratuit, et qui est proposé aux entreprises pour déposer ou saisir ces factures, ainsi que pour les recevoir. Autour de ce portail public, il y a tout un écosystème d'acteurs. On a bien sûr les entreprises avec d'un côté les fournisseurs qui vont émettre leurs factures et d'autres les acheteurs qui vont les recevoir. Ensuite, côté prestataire, on a les opérateurs de dématérialisation, on les appelle les OD, qui sont des intermédiaires plutôt techniques, proposant donc des services qui sont liés à la dématérialisation des factures. Et en plus de ces OD, on a ce qu'on appelle des PDP. Alors les PDP, vous allez voir ces termes, c'est pour plateforme de dématérialisation partenaire. Il s'agit des opérateurs de dématérialisation, donc comme les OD, mais qui, en plus de proposer donc des services techniques, vont pouvoir proposer donc des services additionnels qui sont liés notamment au fait qu'ils agissent comme des tiers de confiance, qui sont autorisés à transmettre directement les factures aux autres PDP et à l'administration. Pour déposer ou récupérer leurs données de facturation, donc les entreprises elles vont devoir définir, établir quelle est la connexion qui est adaptée, la plus adaptée pour elles vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc, soit en passant avec le portail public de facturation, donc en direct ou en s'appuyant sur les services de ce qu'on appelle un OD, ou en allant s'appuyer des services d'une plateforme de dématérialisation partenaire, donc des PDP. Parmi les éléments de ce dispositif, on peut aussi mentionner l'existence donc d'un annuaire centralisé qui, construit à partir des données sirènes des entreprises, va contenir l'ensemble des destinataires des factures et dont le rôle, donc, c'est de faciliter l'adressage des factures. Avec ce modèle, donc, dit en Y, vous verrez, j'ai mis la lettre pour que vous compreniez un peu, mais on parle souvent donc d'un schéma dit en Y. C'est donc le gouvernement, il veut quoi? Il veut pouvoir laisser le choix aux entreprises entre un accès gratuit à un portail public qui va proposer en fait un service plutôt fonctionnel basique et à côté de ça, celui de faire appel à des opérateurs de dématérialisation, notamment ceux immatriculés qui vont leur permettre donc les PDP qui vont leur permettre de conserver leur flux EDI existant, donc leur existant ou leur solution existante d'une certaine manière et d'accéder en plus à des services, donc des services à valeur ajoutée autour de la facture électronique. Donc pour les entreprises, il va falloir arriver à appréhender en conclusion à 4 types de flux à travers donc l'ensemble des données factures qui vont transiter et des données qu'il va falloir devoir gérer. Donc 2 dispositifs, notamment pour la transmission des données à l'administration fiscale. On a le premier flux qui est celui issu du dispositif de facturation électronique, donc appelé e-invoicing.
Donc, au travers du dispositif d'e-invoicing, vont être montées à l'État toutes les transactions qui sont réalisées par ou entre assujettis qui sont établis en France. On est sur un périmètre de couverture B2B, de transactions B2B. Les données de facture devront être transmises à l'État via un flux d'informations. Alors, ça implique quoi? Ça implique que vous, en tant qu'entreprise, soyez en mesure de recevoir et d'émettre les dites factures dans des formats qui sont des formats adaptés. Le gouvernement, notamment dans ses spécifications, on a déterminé donc un format socle avec un différent nombre de formats, 3 formats. Un format appelé FactureX, qui est un format hybride, et XML et PDF, et un format et 2 formats en fait EDI, XML, l'UBI et le C2I, qui sont donc des formats structurés, déstructurés, pour pouvoir réaliser donc cette transmission notamment à la même fréquence qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au fil de l'eau. Il faut savoir qu'il y a d'autres formats, si vous avez d'autres formats comme les DIFACT qui sont utilisés, vous pouvez toujours les utiliser, mais ça fera que vous devrez passer par les services d'une PDP pouvant vous faire les conversions et les transmissions et les émissions de ces factures à ces formats qui ne sont pas du format socle, et vous ne pourrez donc pas aller directement utiliser le service du PPF. Le second flux, donc c'est celui qui est issu du dispositif appelé e-reporting. Ce flux-là, il vient compléter tout ce qui n'est pas couvert par le périmètre du invoicing. On est dans, on va dire, la déclaration des données de TVA qui sont liées aux transactions vers et entre particuliers, donc le B2C, et entre les transactions qui sont entre entreprises et vers et depuis l'international. À cela, à ce périmètre-là s'ajoute aussi l'obligation de transmission des données qui sont relatives au paiement et encaissement pour les prestations de services, seulement l'absence d'option pour la TVA sur les débits. Avec le e-reporting, en fait, les entreprises, elles doivent mettre en place, de la même manière que pour le invoicing, des moyens pour collecter, agréger et mettre au format les flux de données, donc au format structuré. Ça va nécessiter aussi d'adapter leur SI pour transmettre ces flux, notamment parce que la fréquence de transmission est un peu différente. Elle va dépendre du régime déclaratif dont relève l'entreprise en matière de TVA. On va avoir des modes de transmission avec des fréquences qui vont être tous les 10 jours, les décades, mensuels ou même bimestriels selon le régime de l'entreprise. Un troisième flux, ça va être celui qui va concerner la gestion des données au sein de l'annuaire, plus spécifiquement leur mise à jour. L'annuaire, en fait, comme je le rappelle, c'est un référentiel de données destinataires. Donc, c'est vous, en tant que destinataire, qui devez déclarer et donner et mettre à jour les données de ce référentiel. Donc, son rôle, il est important puisqu'il va permettre d'assurer le bon adressage des factures, des statuts et des données de facturation. Les données en question, il y a donc il y a tout un ensemble de données, mais les principales sont le numéro de sirène, SIRET, et aussi des codes service ou codes routage qui vont devoir permettre d'adresser efficacement et plus spécifiquement, notamment quand il y a des entités spécifiques au sein des sociétés. Et ces données, elles vont être gérées donc, ou en tout cas détenues par le PPF, mais leur mise à jour, elle va ne pouvoir être faite que soit par l'entreprise, soit déléguée à un PD, par le PDP ou la PDP, plutôt la plateforme de dématérialisation partenaire, si vous passez par les services d'une PDP. Et le quatrième flux, c'est celui qui va viser le cycle de vie on va dire la gestion du cycle de vie des factures, c'est-à-dire qu'on va devoir informer l'administration et les acteurs concernés tels que les PDP ou acheteurs et fournisseurs qui vont pouvoir effectivement suivre ces différents statuts. Donc du statut d'une facture à un instant T, c'est-à-dire quand on envoie la facture, ou quand il y a un éventuel changement de ce statut, quand il y a des modifications, des rectifications. Donc il existe des statuts obligatoires, comme les dépôts, rejets, encaissements, refus, et puis d'autres qui sont optionnels ou recommandés, notamment pris en charge ou approuvés. Toutes ces notions relatives à ces caractéristiques ou spécifications vis-à-vis des flux, je vous invite bien évidemment à aller faire un tour du côté du site du gouvernement où il y a les dernières spécifications externes qui ont été mises à jour encore dernièrement, là, au 31 janvier, d'un certain nombre d'éléments, et puis leurs différentes présentations qui font des focus plus illustrés sur les différents aspects, notamment des éléments de invoicing, e-reporting, mais aussi de la gestion des cycles de vie et des statuts. Donc n'hésitez pas à y aller, vous aurez bien plus d'éléments on va dire
de détails. Ce que je voulais faire avec cette slide, donc c'est vous donner un petit élément de différenciation sur les différents rôles entre PDP notamment et le couple qu'il pourrait y avoir entre PPF et OD ou PPF en direct. Donc, comme évoqué précédemment, donc sur le schéma en Y, il y a différents cas de connexion pour déclarer qui sont possibles. Soit l'entreprise elle va passer directement par le PPF ou par un OD qui va être connecté au PPF, ou un OD qui va être en partenariat ou connecté avec une PDP. Soit l'entreprise elle va passer par les services d'une PDP. Alors, c'est ce qui va distinguer un petit peu le rôle d'une PDP par rapport à un simple opérateur de dématérialisation quand on va un peu comparer ce qu'ils font chacun. Alors tout d'abord, donc une PDP va remplir un rôle très étendue, qui va être un rôle à la fois technique, commercial et celui de tiers de confiance. Côté technique, elle va créer, collecter et centraliser les factures et assurer leur archivage, pas seulement. Elle va aussi pouvoir directement recevoir, mais aussi émettre et contrôler les factures électroniques entre entreprises, les factures fournisseurs, les factures clients, avec la complexité qui va être liée au bon adressage au niveau du PPF ou à d'autres PDP. Elle va aussi convertir ou devoir convertir les factures reçues dans le format qui a été choisi par le client. Si vous sortez des formats socles, il faudra effectivement qu'elle le fasse en assurant l'intégrité des données, leur authenticité et leur lisibilité, ainsi que l'exhaustivité des données que vous souhaitez voir au sein de ces flux structurés, donc des factures. Elle devra extraire et transmettre à l'administration fiscale, dans le cadre du invoicing, les données de facturation, avec l'identification du client, du fournisseur, de la TVA qui est due, le taux de TVA appliqué, enfin bon, l'ensemble des données obligatoires, mais aussi celles que vous souhaitez en termes, on va dire, d'optionnel ou de complémentarité. Et dans le cadre du e-reporting, les données de paiement et des informations de transaction, elle va aussi avoir à les transmettre. Donc, elle va aussi avoir pour rôle la mise à jour de l'annuaire pour le compte de ses clients. Elle pourra surtout apporter des services à valeur ajoutée qui vont être complémentaires à la mise en conformité de la facture. Donc, un des points cités juste avant, il est important pour comprendre l'intérêt d'une PDP, c'est la notion de directement, il n'y a pas d'intermédiaire. La PDP, elle va pouvoir transmettre toutes ces données à leur destinataire et à l'administration de façon directe. Lui, l'OD, il ne va pas pouvoir, il va avoir un rôle d'intermédiaire qui va être essentiellement technique et qui va être en amont du PPF ou d'autres PDP. Donc, il va y avoir voilà, déjà un risque, peut-être un risque qui va être un risque de manque de traçabilité, potentiellement des litiges, de ne pas savoir par rapport à quel intermédiaire entre entreprise, OD, vis-à-vis du circuit qui est emprunté, de savoir qui est responsable de quoi au niveau de la transmission des factures ou de leur conversion ou de leur réception. Et même chose côté e-reporting. Donc l'autre point de différence va concerner aussi la gestion des statuts. La plateforme de dématérialisation partenaire, elle va être en mesure de recevoir et retourner automatiquement les statuts du cycle de vie de facture. Elle va être en capacité de donner cette visibilité au reste du circuit et directement donc aux acheteurs et fournisseurs. Et donc, vous allez avoir en tant qu'entreprise une meilleure vision globale des processus de facturation. Et quatrième différence, en choisissant une PDP, il y a une seule démarche qui est nécessaire. On est avec un seul et unique, on va dire, prestataire et pas d'intermédiaire pour contractualiser ou pour avoir un certain nombre d'éléments d'échange pour garantir des prestations. Alors que si on passe par un OD, qui a le PPF derrière et qui a potentiellement d'autres PDP, ça va démultiplier les efforts à faire, notamment d'un point de vue contractualisation ou démarche, et en termes de support. Et enfin, une PDP, pour obtenir son statut, de passer par un audit, recevoir une immatriculation qui va être valable pendant 3 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de PDP, il n'y a que des acteurs candidats PDP qui émettent des déclarations d'intention. En fait, la période de certification des PDP, elle va démarrer début janvier. Et compte tenu des contraintes pour devenir une PDP, on ne sait toujours pas qui va obtenir cette certification. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont mettre tout en œuvre pour s'assurer que le cahier des charges est rempli. C'est le cas notamment avec TCI. On est donc déjà en ordre de marche et très lié et on va dire très présent au sein des ateliers de la DGFiP, notamment pour être les plus près possibles lorsque les immatriculations sont ouvertes. Ce qui est sûr, c'est que, quoi qu'il en soit, faire appel au service d'une PDP, ça va être un gage de sécurité et de confiance. Les OD, eux, il n'y a aucun contrôle.
c'est à l'entreprise d'évaluer le sérieux des partenaires avec lesquels ils veulent travailler. Avant de passer donc à cette partie de préparation de la mise en conformité, donc je vais juste une petite slide pour faire monter la pression, notamment sur le rappel du temps qui nous reste d'ici la mise en vigueur de la réforme. Bon, je ne me suis pas amusé à les compter, heureusement, il y a des logiciels qui le font, mais il reste plus qu'un an, 4 mois et 15 jours d'ici le 1er juillet 2024. Et donc, quand on dit 2024, pendant longtemps, on se disait on était en 2022, on se disait ah, c'est dans 2 ans, mais là, on peut dire c'est l'année prochaine. Alors, c'est l'année prochaine. Tout de suite, c'est l'année prochaine, c'est bientôt. Alors, il y en a pour certaines entreprises qui disent oui, bon, c'est loin, il s'agit juste de mettre en place une solution de dématérialisation. C'est un chantier ou on va dire un projet juste de raccordement. Eh bien non, il y a plus que ça à considérer. Et justement, je vous propose pendant cette deuxième partie, de voir quels sont ces chantiers. Alors avant de parler et de rentrer dans le vif de cette préparation, je vais juste vous rappeler les principaux enjeux, voire même les objectifs d'un projet de dématérialisation des factures. Pour les entreprises, le premier enjeu et objectif d'une dématérialisation, c'est bien entendu la mise en conformité des factures. On va adopter une solution de dématérialisation, on veut obtenir la garantie d'une pleine conformité fiscale et éviter d'éventuelles sanctions. De plus, tant qu'à être on va dire forcé par la réforme à cette digitalisation, autant faire d'une pierre deux coups et en profiter pour améliorer ces processus procure-to-pay et order-to-cash. En effet, une solution de dématérialisation va permettre d'automatisation des traitements et la suppression de certaines dépenses. Alors, pas besoin d'enveloppe ou d'affranchissement. On va avoir un premier effet qui va être une réduction du coût global par rapport à une facture papier. On va avoir un coût global unitaire d'une facture qui peut descendre drastiquement jusqu'à 75% selon le projet. En plus de ces gains, donc une digitalisation des workflows va permettre d'améliorer l'efficacité des processus métiers et la réactivité des circuits de décision. Donc on va avoir des temps de traitement qui sont raccourcis, des tâches manuelles qui jusqu'à présent étaient sûrement jugées comme laborieuses qui vont être automatisées et des équipes métiers qui vont pouvoir se concentrer sur des tâches qui vont être à plus forte valeur. Troisième enjeu, ça va être la mise en place d'une solution de dématérialisation de factures qui va permettre d'optimiser la relation ou les relations avec vos fournisseurs ou vos clients. On a des interfaces métiers ou des portails fournisseurs ou clients qui sont fournis par ces solutions qui vont offrir un suivi des statuts des factures, ainsi que du suivi de où en est leur mise au paiement ou permettre leur mise au paiement ou leur règlement. Ces interfaces, elles vont embarquer pour certaines un certain nombre on va dire de fonctionnels additionnels, des messageries intégrées ou des éléments de relance qui sont des éléments rassurants qui vont éviter des futures éventuelles situations de litige. Un autre enjeu majeur, ça va être celui de pouvoir payer ou de se faire payer plus vite, c'est-à-dire d'optimiser son DSO, sachant qu'une solution de dématérialisation des factures donc, permet de réduire les délais de mise au paiement, donc, avec les workflows métiers, des circuits de validation raccourcis, et puis d'optimiser la gestion des encaissements. Donc on va avoir une émission plus rapide de la facture, on va avoir un encaissement et des rapprochements automatisés et accélérés, et un suivi des statuts. Donc un cinquième enjeu, c'est celui souvent cité donc de la sécurité. On va avoir des solutions qui vont, on va dire, qui vont éviter des risques de perte et d'altération documentaire, et on peut définir et mettre en place un certain nombre de contrôles réglementaires et métiers en amont, ce qui va permettre d'identifier des tentatives de fraude, mais aussi surtout des erreurs. Et de plus, les données, elles transitent sur les plateformes sécurisées et elles sont archivées on va dire, selon des normes ISO 27001 et donc à valeur probatoire. Donc il y a cette notion de sécurité en tout. Et un dernier enjeu qu'on voit souvent passer, c'est celui d'obtenir une traçabilité. Et c'est le cas, puisque les factures étant dématérialisées, signées et archivées, et toutes les données, après, elles sont exploitables côté machine et consultables au travers d'interfaces qui sont le plus souvent ergonomiques, pourvues de dashboards et qui peuvent apporter un certain nombre d'éléments de traçabilité. Donc côté préparation, on l'a vu, il y a une préparation à faire dans le cadre de cette mise en conformité. Moi, j'ai retenu 5 chantiers qui nous semblent clés pour garantir donc, la réussite de votre projet. Je propose de les détailler. Donc tout d'abord, on va avoir un premier projet qui est
bon, comme tout projet, d'abord, il va falloir devoir désigner donc un leader projet, former une équipe transverse qui va être composée des utilisateurs clés. Une fois que c'est fait, donc la première étape, et à mon sens la plus importante, c'est de réaliser un état des lieux qui va être le plus exhaustif possible. Ça va consister en quoi? Ça va consister en l'évaluation minutieuse donc, des personnes, des processus et des SI qui sont, qui sont en lien avec la gestion des factures. Alors, comment procéder? Je vous propose plusieurs étapes. Il y a tout d'abord l'analyse de l'existant dans sa globalité. On va analyser le paysage applicatif, les outils, les données, le stockage, mais aussi se poser un maximum de questions, comme combien y a-t-il d'entités qui seront concernées par la dématérialisation des factures? Existe-t-il des entités à l'étranger? De combien, de quel type de facture est-ce qu'on parle? Quels sont les canaux et formats utilisés? Quels moyens humains sont sollicités? Qui fait quoi? Quels sont les outils et systèmes d'information utilisés? Est-ce qu'ils sont internes, externes à l'entreprise? Voilà, en fait, plus vous posez de questions, et meilleur sera fait cette étape d'état des lieux de l'existant. Le but, c'est notamment aussi d'identifier les interdépendances applicatives et humaines. Donc cette première analyse ayant été effectuée, ce qu'il faut faire, en tout cas ce que je préconise, c'est de cartographier les flux de facturation. S'agit-il de flux entrants, flux sortants? Est-ce qu'il y a des flux SI ou certains flux en adhérence à des logiciels tiers comme les ERP? Quelles sont les modalités d'échange et de format des données? Le but, c'est d'obtenir une photo technique des flux d'échange des factures et du coup de mieux cerner le périmètre qu'il faudra dématérialiser. Quelle facture, quelles données? Et puis en plus, au passage, ça permet notamment une première identification des parties qui sont impactées, quelle filiale, quel métier. Après les flux, il faut pouvoir recenser l'ensemble des processus et des workflows métiers qui vont être sollicités lors de la facturation. Alors, notamment pour identifier ceux qui pourraient ou qui peuvent être automatisés, voire même supprimés dans certains cas, ou simplifiés et surtout améliorés. Prenons par exemple, on va prendre l'exemple, le fait de devoir ressaisir une information dans une application alors qu'elle existe, ou elle pourrait être directement injectée. Ou autre exemple, lorsqu'il y a un processus qui implique d'imprimer une facture reçue par email, par exemple, pour la traiter, puis de la rescanner ensuite pour l'archiver. Alors, voilà, ce sont des étapes qui sont non nécessaires et qui doivent faire l'objet d'optimisation. C'est aussi l'occasion, d'ailleurs, aussi d'identifier quels sont les collaborateurs qu'il faudra embarquer dans le projet, parce que ce sont ceux qui vont subir ce changement. Un autre effort donc, à réaliser, c'est de répertorier les procédures qui existent et quels sont les contrôles qui sont effectués. Pourquoi? Parce qu'on a donc une démarche généralement quand on va essayer de répertorier ces procédures qui est importante, puisque au-delà des cas d'usage standards, c'est là où on va peut-être identifier des cas d'usage plus spécifiques ou des cas particuliers, et on va aussi recenser les procédures ou on va dire les capacités qu'on a à gérer les rejets ou à être en support des litiges ou des réclamations, ou comment se passe et identifier pareil les processus, notamment de relance. Donc on va aller voilà, décortiquer, détailler un maximum de choses. Bien entendu, c'est là où il y a une précision. Chaque entreprise, elle est unique de par le mix de son activité, son organisation, sa culture, ses systèmes d'information, les outils qui sont utilisés. Et donc, vous avez vos spécificités et elles peuvent être parfois très importantes à relever. C'est pour ça que cette étape, elle est importante. Pourquoi? Parce que en fonction des spécificités que vous avez, ça peut avoir un impact derrière sur le type de solution de dématérialisation à laquelle vous devez faire appel, donc le type de connexion que vous devez avoir dans la transmission de vos données. Et puis derrière, sur le déploiement projet, on va éviter de se rendre compte a posteriori qu'on a oublié des choses importantes qui peuvent avoir des impacts voilà, lors de cette étape. Pour conclure avec ce premier chantier, donc je le répéterai jamais assez, attention à ne pas sous-estimer donc son importance, ainsi que sa complexité pour certaines entreprises qui ont voilà, des multiples entités, des multiples outils, des multiples processus. Le but donc c'est de passer par cette première étape de chantier. Donc d'autres chantiers
deuxième chantier important, c'est que ce passage à la facture électronique, c'est pas simplement donc un projet technique, il y a une dimension humaine, c'est un projet de transformation. Il va y avoir une conduite de changement à effectuer et c'est extrêmement important. Une partie du succès tient justement à ce que on va dire cette partie humaine, elle soit pas laissée de côté et que vous embarquiez bien vos parties prenantes. Alors elles sont de trois types, trois catégories. Il y a tout d'abord les équipes internes. Il y a une première liste d'interlocuteurs qui apparaît naturellement lorsqu'on fait l'état des lieux, donc à l'issue de la phase d'audit et de cartographie des processus. Il y a les équipes donc, qui sont directement impactées par la mise en place d'une solution de dématérialisation. Ça, c'est plutôt facile à identifier, puisque celles qui quotidiennement sont, on va dire, dans leur activité et qui sont en lien avec les outils, mais il est souvent nécessaire d'étendre la liste aux personnes qui sont issues de services connexes ou transverses. Il y a les équipes IT, il y a la conformité, la fiscalité, le juridique. Il y a aussi les achats, ce qui fait souvent sens, mais il y a aussi parfois la logistique et même aussi le commerce, l'avant-vente, l'administration des ventes, jusque ne pas oublier les responsables des entités qui vont pouvoir, pareil, faciliter les choses s'ils sont bien inclus et qui veulent souvent avoir la visibilité de ce qui se passe dans l'organisation. Donc la deuxième catégorie derrière, après, elle inclut l'ensemble des clients et des fournisseurs avec lesquels l'entreprise est en relation. Ça fait sens. Et puis, il y a une dernière catégorie de parties prenantes qui est aussi externe, qui regroupe les acteurs tiers, qui sont souvent oubliés, qui sont pourtant les prestataires ou partenaires. Il y a les cabinets de conseil, les CS2I, les ERP, les logiciels de type supply ou procurement. C'est ceux, en fait, dont le service va présenter potentiellement une adhérence avec des processus qui vont être à transformer et qui pourraient être impactés par la réalisation du projet ou même embarqués et que parfois on oublie en bout de chaîne et qui se réveillent à la fin, alors qu'au départ, si on les fait rentrer en premier lieu, ils sont à même d'être parfois conseils. Une fois cette identification effectuée, ce qui est important de comprendre et de mesurer, c'est l'impact du projet sur l'organisation. C'est d'abord au niveau du collaborateur, donc dans son quotidien, c'est avec quels outils et quels processus ils sont engagés, quel workflow implique le collaborateur, quand, à quel moment, quelle fréquence. Voilà. Existe-t-il une hiérarchie aussi dont il faut tenir compte, notamment quand on va aller définir quelles sont voilà, les différentes actions dans les circuits de validation, s'il y a des délégations de responsabilité ou de signature ou de validation. Ensuite, il faut faire cette analyse d'impact au niveau des équipes et de leur mode de fonctionnement au niveau du service et de l'entité. On va remonter un petit peu pour voir comment est-ce que ça fait des vagues et quel type de vagues ça crée. Et souvent, on va pouvoir relever quelles difficultés ou insatisfactions existent aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut passer au-delà de ces insatisfactions ou de ces difficultés? Et donc, le projet doit pouvoir, on va dire, patcher ou en tout cas lisser ces choses-là, ou même discuter ou identifier des choses qui pourraient apparaître demain. C'est-à-dire en pensant mettre en place un certain type de projet, se rendre compte grâce, on va dire, aux réactions et on va dire, au feedback et à la collaboration des parties prenantes, se rendre compte qu'en fait, on va créer certains problèmes qui n'existaient pas aujourd'hui. Enfin, voilà, d'un point de vue plus global au niveau de l'entreprise, c'est est-ce qu'on doit anticiper des impacts sur la structure d'un point de vue organisationnel? Est-ce qu'on doit harmoniser un certain nombre d'outils? Est-ce qu'il y a des mutualisations, des rationalisations, des transformations SI? Voilà, pour mesurer tous ces impacts, ça va être indispensable de pouvoir récolter tous les bons renseignements dès le départ, donc au sein de cette phase et de ces chantiers, donc de cette phase de préparation dans ces chantiers, et de favoriser surtout le dialogue avec l'ensemble des personnes. Donc ça, c'est important. De façon plus générale, de toute façon, quelle que soit la partie prenante à embarquer, voilà, il y a une communication réfléchie qui est indispensable pour maximiser ses chances d'adhésion au projet. Donc, quand on parle de communication réfléchie, un petit zoom sur, on va dire, la partie fournisseur et client, c'est bien de définir une stratégie de communication. On l'appelle l'onboarding fournisseur ou client, qui va consister, entre autres, donc à exposer au client
et aux fournisseurs les changements à venir dans leurs habitudes de facturation et de leur faire découvrir en amont du déploiement les nouveaux outils qui vont être mis à leur disposition. Je pense au portail de dépôt, les saisies, mais parfois les canaux ou les formats, et puis les modalités de règlement des factures quand ça change. Donc une stratégie répandue, elle va viser par exemple, à concentrer les efforts d'adhésion, en tout cas de communication, sur les 20% de clients qui vont représenter 80% du chiffre d'affaires. Donc, c'est une stratégie, entre guillemets, d'aller vers le chiffre d'affaires. Une autre approche, ça peut être une approche VIP, c'est-à-dire on va aller cibler en priorité les fournisseurs, par exemple, les plus stratégiques. Donc voilà, c'est autant d'éléments à prendre en compte. Une fois que ce plan-là, il est élaboré, n'hésitez pas donc à communiquer massivement. Massivement, quand je dis massivement, c'est n'oubliez personne et parfois répéter les messages pour communiquer ce qui va se passer auprès de vos parties prenantes. Plusieurs canaux peuvent être utilisés. Ça peut être l'envoi d'un courrier, d'un email, la mise en page d'une page internet qui va être dédiée, des FAQ, de la présentation de ce qui se passe en termes de vidéos d'information ou de tutoriels, ou même d'organiser des webinars. Communiquer donc en amont du déploiement et bien mettre en avant les raisons qui ne sont pas des raisons, ou en tout cas les bénéfices pour vous, mais qui vont être les raisons réglementaires et les bénéfices, bien évidemment, pour eux. C'est surtout ça qui va être important, qui va vous permettre de légitimiser notamment la situation et votre choix. En conclusion, juste une bonne adhésion des parties prenantes, elle va être importante. Pourquoi? Parce que, par exemple, en interne, vous allez avoir des employés qui vont se sentir plus impliqués dans le projet. Ils vont être en collaboration, ça va participer à surmonter leurs éventuelles difficultés ou même leur peur du changement. Le travail des équipes projet, elle va être facilitée parce que le projet il va jouir d'une plus grande légitimité en interne et le calendrier et budget ont plus de chances d'être respectés. Vis-à-vis de vos clients, ça va leur donner un délai pour réagir et échanger avec vous et sécuriser, notamment, ça c'est vis-à-vis de vous que ça va être important, sécuriser la bonne réception de vos factures. Et puis vis-à-vis de vos fournisseurs, ça va leur offrir un délai pour s'adapter et s'assurer que vous recevrez bien on va dire, leurs factures. Ce qui peut être anxiogène si ils se rendent compte que vous ne les recevez plus. Pour finir, vos tiers, ils vont tout simplement apprécier d'être mis au courant. Ils vont être peut-être même plus proactifs pour vous accompagner et anticiper des futures demandes d'adaptation de leurs outils qui pourraient venir en adhérence avec le projet. Je vous propose de passer donc au chantier suivant, qui est donc notre chantier sur les référentiels. Alors pourquoi parler de référentiels? Pour rappel, donc, pour le bon aiguillage des factures, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de données qui soient bien à jour au niveau de l'annuaire, on va dire l'annuaire du dispositif d'e-invoicing, mais aussi au sein donc de la société. Pourquoi? Parce qu'il faut que les données d'identification entre expéditeur et destinataire soient bien déclarées, le plus à jour possible et identifiées des deux côtés. Parce que sinon, la transmission va mal se faire, les gens vont plus être payés, il va y avoir que des litiges. Enfin, je pense que vous avez compris la photo. La photo, si jamais les référentiels sont pas totalement à jour. Donc une première étape va viser donc d'abord de s'assurer de la qualité, c'est-à-dire la mesurer de ces référentiels. On va effectuer une revue de ces référentiels. Dans quel système se trouvent les bases de données clients et fournisseurs? Est-ce qu'il y a bien une présence des données et de quelles données? On va s'assurer en fait que l'ensemble des données nécessaires pour la transmission des factures est bien présente dans les outils comptables. Une méthodologie, elle peut être mise en pratique, notamment en vous appuyant sur un partenaire externe. Nous, on en connaît, on participe à ces méthodologies-là, avec en premier chantier donc une cartographie des données à collecter. On va avoir un objectif qui va être de cartographier, donc d'identifier les données à collecter, mais pas seulement celles qui se situent dans les applications comptables, mais aussi celles, par exemple, qui résident ailleurs, c'est-à-dire dans la chaîne de traitement commercial, comme les CRM, ou celles qui sont issues de la chaîne de traitement des achats. En fait, il y a un système d'information au sein des entreprises qui est souvent multisystème, multimodule,
qui va être parfois intégré ou trop souvent pas intégré, mais même éclaté, entre le RP, le système comptable, le système d'experts de type logistique et autres. Et puis même parfois on retrouve le très pratique tableur Excel. Donc on a des données qui vont être trop souvent décentralisées et morcelées. Donc cette première étape en méthodologie, avec une méthodologie, va permettre d'aller identifier tout ça. Une fois qu'on a fait l'inventaire des bases et de leurs données, on va effectuer un audit qui va permettre d'analyser ce qu'on a identifié, donc les données de la base. On va analyser quoi? On va analyser l'activité de la contrepartie, on va analyser la complétude de ces données et donc pouvoir détecter à l'issue de cette analyse quelle distorsion de ces données, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils sont différents d'un système à l'autre ou avec un morceau d'un côté ou de l'autre ou d'une base de données à l'autre, et aussi leur écart par rapport à la réforme 2024. On va avoir des écarts de tout type. Alors, on peut avoir des écarts de description d'objets, on peut avoir des écarts par rapport aux données réglementaires, on peut avoir un certain nombre d'écarts différents. Cet audit terminé, on va définir des règles de gestion, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le « et maintenant » ou « et plus tard ». On va définir des règles de gestion, notamment aussi la gouvernance de cette data, en fonction de l'usage de la cible, et y associer des indicateurs de pilotage. Alors ça va se passer par une construction des règles de gestion et de cycle de vie des données ou des objets importants dans une logique de référentiel maître et après d'utilisateur ou consommateur. Une fois qu'on a posé ces règles de gestion et identifié le travail à effectuer, il est temps donc de nettoyer et de segmenter les données. Ça revient en fait à dédoublonner, je vais y arriver, normaliser les formats, les données, l'historique, et mettre à jour tout ce qui est fiche et segmenter donc la cible par typologie. On peut avoir deux approches par rapport à on va dire, ce nettoyage. On peut avoir une mise à jour de la base de données dans les référentiels, ou alors on peut aller créer un référentiel unique. Donc là, c'est vous qui voyez un petit peu quelle est l'approche adaptée à votre entreprise ou à votre existant. Une fois qu'on a effectué ce nettoyage, il va être nécessaire en fait de reconstruire les référentiels et de les enrichir au fil du temps avec des données, les bonnes données d'identification et données légales de vos clients et fournisseurs, et donc de les maintenir à jour. Alors pour les maintenir à jour et les monitorer, pour la mise à jour en tout cas, au-delà du monitoring, il y a des capacités aujourd'hui d'aller de façon automatisée rapprocher un certain nombre de fichiers, notamment ce fichier Sirène. Il y a des bases qui sont issues de l'INSEE, du BODAC ou même Infogreffe. Voilà, donc il y a toute une méthode qui peut être mise en œuvre. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. J'espère que vous aurez compris qu'il y a une vraie importance d'avoir des référentiels à jour. Je vais passer donc maintenant au chantier suivant et essayer d'avancer. Hop. Donc voilà, après, bien préparer son projet de facture électronique, c'est se donner les moyens pour définir sa solution de dématérialisation, mais se donner les moyens de les définir, c'est-à-dire définir surtout ses besoins de façon détaillée. Donc, les moyens de le faire, ils sont multiples. Je vais vous en proposer quelques-uns. On va au préalable donc cerner les enjeux de son projet. C'est une étape importante puisqu'elle va permettre de traduire vos motivations en fait pour la mise en place du projet. Alors, la première raison, c'est la contrainte réglementaire. Je veux être en conformité. C'est vrai, mais il n'y a pas que. C'est le moment aussi de poser des objectifs. Ces enjeux, en fait, ces enjeux projets, ils vont souvent apparaître lorsqu'on se pose la question de comment est-ce qu'on va atteindre ces objectifs, c'est-à-dire on va formuler des objectifs réalistes et atteignables et voir côté enjeux projet, voir plutôt ces enjeux projets comme des éventuels obstacles qui vont se dresser sur la route vers ces objectifs. Et puis, de l'identification de ces enjeux vont découler celui de la formulation de ces besoins. Un exemple, c'est quel dispositif de connexion convient à mon entreprise. Je vais devoir me poser un certain nombre de questions, dont celle de comment est-ce que je dois transmettre mes données de déclaration, quel type de données je vais transmettre, qu'est-ce que je veux derrière en termes de visibilité, obtenir, donc en fonction des formats, en fonction de la visibilité, notamment sur les statuts que je vais obtenir. Est-ce que je vais directement me connecter au portail public de facturation ou est-ce que j'ai besoin des services d'une PDP?
ou me tourner vers un opérateur de dématérialisation, donc un OD. Voilà, il faut faire cet exercice pour pouvoir aboutir à une feuille de route qui va être plus claire et derrière avancer dans votre définition des besoins. Un deuxième moyen de contribuer à bien définir son projet, c'est d'obtenir assez d'éléments, donc au travers de l'état des lieux, entre autres, pour challenger ses capacités de réalisation, c'est-à-dire est-ce qu'on va évaluer l'accompagnement nécessaire pour la réalisation de ces objectifs. Surtout, n'ayez pas peur de vous faire aider, hein. Cette préparation, elle est complexe. N'hésitez pas à vous appuyer sur une expertise, soit interne ou même un accompagnement externe si nécessaire, que ce soit dans le cadrage du besoin, dans la mise à jour de vos référentiels, dans la rédaction d'un cahier des charges ou même dans l'implémentation, hein, lors de l'implémentation de la solution, faites-vous aider par un partenaire de confiance avec lequel vous aurez une relation pérenne. Un troisième exercice qui va permettre de cadrer mieux vos besoins, ça va être d'aborder le projet sous un angle plus budgétaire. Donc là, on va conduire et implémenter donc un projet de dématérialisation. Donc ça va imposer de mobiliser des ressources technologiques, financières, humaines, organisationnelles. Donc ça va être des investissements qu'on va vouloir essayer de voir rentabiliser dans le temps, notamment grâce à la dématérialisation et à l'optimisation des processus. Donc il va être conseillé de réaliser une analyse qui va être budgétaire du projet, en se posant notamment des questions de combien me coûte le traitement d'une facture aujourd'hui, quels sont les postes de coûts, est-ce qu'il y a des coûts directs, des coûts indirects, ou même des coûts immatériels, comme le temps perdu en traitement manuel ou par ailleurs, combien me coûte la réalisation de ce projet, c'est-à-dire la préparation notamment, et puis à l'inverse, confronter ça ou mettre ça face aux gains que j'escompte ou que je compte obtenir en termes de rationalisation, d'automatisation, de temps gagné et d'optimisation. Donc en partant d'hypothèses plus réalistes, on va pouvoir avoir un bilan coût-bénéfice et potentiellement estimer un ROI dans le temps. Et enfin, bien évidemment, la rédaction d'un cahier des charges, c'est pas obligatoire, mais c'est un exercice qui va permettre d'exposer à la fois en interne et au marché ces exigences de façon précise et détaillée. Donc, ce faisant, il va décrire vos attentes en lien avec vos spécificités, celles de votre entreprise, et va refléter votre vision de ce à quoi en fait doit ressembler votre solution cible, mais aussi à quoi doit se conformer le partenaire. Il va vous permettre aussi si vous le souhaitez, organiser une consultation des différents acteurs et notamment les mettre en concurrence pour obtenir des propositions commerciales les plus alléchantes, ou en tout cas les plus optimisées possibles. Donc à ce stade, on a défini à quoi on veut ou on croit on voudrait que ressemble la solution cible qu'on voudrait pouvoir obtenir ou intégrer ou à laquelle se raccorder. Ce qu'il faut imaginer, c'est que par contre, ce choix, il va se faire de façon préparée, en fait. D'abord en définissant des critères à partir desquels vous ferez votre choix. Par exemple, le statut du partenaire, la légitimité du partenaire sur le marché, ou en tout cas quant à fournir les prestations, sa couverture fonctionnelle, en tout cas celle de la solution, les coûts, bien évidemment, de la solution, ou même, et on l'oublie souvent, l'accompagnement qui est proposé. C'est un peu l'étape à laquelle vous définissez ce qui compte le plus pour vous, c'est-à-dire vos attentes vis-à-vis de la solution ou du partenaire. Donc définissez des critères, identifiez ceux qui pourraient vous sembler les plus importants ou plus importants que d'autres dans votre prise de décision, et ensuite associez-leur un coefficient de pondération. En fait, en affectant un poids spécifique à un critère, ça va vous permettre de lui donner une importance plus ou moins grande et ainsi de faire peser certains éléments plus que d'autres ou ressortir des éléments plus que d'autres. Vous allez obtenir des éléments de comparaison ou de comparatif plus clivants. Donc voilà, c'est important, en tout cas c'est intéressant de pouvoir le faire. Ensuite, pour pouvoir choisir la solution qui convient, il est important de connaître les acteurs du marché et les solutions qu'ils proposent. Donc, il y a la notion d'étude de marché, il y a la notion d'accompagnement. Vous pouvez être accompagné par des experts qui, eux, vont venir vous préconiser ou vous faire ce travail-là. Le fait de lancer des consultations aussi est un bon moyen.
En tout cas, cette étape, elle est nécessaire puisqu'elle va vous permettre de recueillir les informations sur les potentiels partenaires et d'évaluer leurs propositions ou la qualité de leurs réponses sur la base des critères que vous avez définis au préalable. Donc derrière, cette connaissance, elle est maître, ou en tout cas maîtresse plutôt, notamment pour derrière pouvoir attribuer bien évidemment la note, ou en tout cas faire votre classement des différentes solutions et identifier surtout pourquoi vous en retenez certaines plutôt que d'autres. À partir de cette évaluation, je vous conseille de ne retenir pas plus que 3-4 acteurs et de les rencontrer. Pourquoi pas plus que 3-4? Parce que généralement ces rencontres, elles sont plutôt chronophages. Elles peuvent prendre en tout cas la forme de soutenances qui peuvent être complexes à organiser. Donc c'est voilà, c'est important de rencontrer en tout cas les acteurs. C'est une étape qui va vous donner la possibilité de poser vraiment les questions supplémentaires, celles qu'on n'aurait pas vues au départ, ou en tout cas de bien aller pousser la compréhension des solutions qui sont proposées, d'obtenir des éclaircissements et au passage aussi de tester, l'opportunité de tester la solution ou d'obtenir des démonstrations, des démos. Et ça, c'est plutôt bien. Et voilà, donc on arrive après à l'étape du choix de la solution. À l'issue du processus d'évaluation que je décrivais précédemment, et des rencontres, on est en mesure généralement de faire son choix. Alors, tout en veillant à ce que la solution elle soit en tant qu'un partenaire reconnu pour son expertise métier, c'est un conseil, de préférence un acteur de proximité qui va conjuguer bien évidemment interopérabilité et couverture géographique adaptée, et que ce soit un partenaire qui propose une solution qui couvre tous vos besoins fonctionnels de dématérialisation et de gestion des flux documentaires, depuis l'entrant, pourquoi pas jusqu'au sortant, et tout en étant capable d'évolutivité. C'est encore important, et donc j'y reviens encore une fois là-dessus. Donc on va avoir des partenaires qui vont être capables de proposer des solutions logicielles, mais qui n'auront pas la possibilité ou pas des services à valeur ajoutée étendue, et qui n'auraient pas des capacités d'accompagnement pour coller à l'évolution de vos besoins, et ça, c'est dommage. Donc n'hésitez pas à faire le tour de ces questions quand vous faites un choix. Au vu du temps qui a été mis, je m'en excuse, mais du coup, je ne pense pas que ce soit voilà, la partie la plus importante de cette présentation. Et je vous invite à nous contacter. On sera très heureux de venir vous présenter donc la solution Digital Invoice by Tessie. Mais je vais donc plutôt en arriver à la fin de cette présentation pour vous proposer de répondre à vos questions. Donc je suis épaulé, ou en tout cas accompagné par Lorraine, qui bien évidemment que j'invite à prendre la parole si besoin. Et puis n'hésitez pas donc à revenir vers nous. On sera très heureux de venir vous présenter notre solution.